Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Je suis obligé quasiment de le dire, c'est presque comme à l'église. Tout le monde est assis en arrière, mais on ne fait pas de quête, nous autres. Ça fait que vous allez être corrects. Alors, ce soir, mon nom est Jacques Spencer. Je suis le président du conseil depuis octobre, en remplacement de M. Miller. Et la réunion d'aujourd'hui, l'Assemblée spéciale d'aujourd'hui, a pour but de faire entériner les états financiers 2012-2013, de nommer les vérificateurs pour 2013. Et l'idée en arrière de ça, c'est qu'on voulait faire deux assemblées. On avait discuté de ça à l'Assemblée du conseil d'administration, où est-ce que dans un premier temps, on vous présenterait une mise à jour de ce que les résultats étaient pour 2011-2012. On discuterait de ça. Là, vous allez avoir une période de questions. Ensuite, on met en place, on nommerait les vérificateurs pour 2013 pour que les états financiers soient disponibles début septembre, pour qu'au plus tard, à la fin septembre, on puisse vraiment avoir l'Assemblée générale officielle et de présenter tous les points d'ordre du jour qui doivent avoir lieu à ce moment-là. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on a préparé la réunion. On avait aussi, vous allez voir, tous ceux qui ont reçu l'avis de convocation, on voulait aussi nommer, c'est-à-dire confirmer un administrateur qui représentait les membres. Malheureusement, aujourd'hui, cette personne m'a appelé pour me dire qu'elle se désistait. Donc, il faudra voir tantôt comment on veut procéder par rapport à la représentation d'un membre additionnel qui vous représente au conseil d'administration. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter les administrateurs. M. Michel Lesage. Michel, tu peux peut-être te lever. M. Éric Beaulieu, Mme Josée Prudhomme, le directeur général, M. Michel Baudouin, nous accompagne pour vous présenter les états financiers M. Alain Deslauriers, ainsi que M. Bernier, son partenaire, de la firme BDO Canada. Et je vais agir à titre de président de l'Assemblée, tel que le stipule l'article 8 des règlements généraux. Je déclare l'Assemblée ouverte. On a quorum parce que c'est les personnes présentes qui représentent le quorum. Je vous proposerai la nomination de Mme Lucie Aubé, à ma gauche, comme secrétaire d'Assemblée. Ça prendrait un secondaire. Merci, Michel. Alors, permettez-moi de faire lecture de l'avis de convocation. Avis vous est donné qu'une assemblée spéciale des membres de développement de l'aéroport Saint-Hubert de Longueuil, d'HL, se tiendra à l'auditorium de l'École nationale d'aérotechnique, située au 5555 Place de la Savane à Saint-Hubert, le mercredi 26e jour du mois de juin 2013 à 18 h. L'ordre du jour. Ouverture de l'Assemblée et quorum, lecture de l'avis de convocation, adoption de l'ordre du jour, présentation des états financiers vérifiés au 31 mars 2011 et au 31 mars 2012, période de questions sur les états financiers vérifiés, nomination du vérificateur pour l'année se terminant le 31 mars 2013, et on avait aussi approbation de la candidature de M. Poirier en tant qu'administrateur, et finalement la levée de l'Assemblée. Ça va? Alors, sans plus tarder, je demanderai à M. Deslauriers peut-être de se présenter pour qu'on vous présente les états financiers. Sylvie Cossette qui secondait, puis Éric Beaulieu qui proposait. Bonsoir. Mon nom, c'est Alain Deslauriers. Je suis résident de Longueuil et associé principal concernant le client d'HL. Je suis accompagné de mon associé Antoine Bernier, qui lui est responsable du dossier de vérification. Ce que je vais vous proposer, c'est que je vais faire la lecture du rapport des vérificateurs pour l'exercice 2011 et 2012. Je vais me limiter à 2012 parce que 2011 est identique, sauf un petit paragraphe. Et puis Antoine vous fera une brève présentation des données financières. Puis après ça, on pourra passer à une période de questions.
excusez. Donc, je vous réfère à la page 2, qui est le rapport de l'auditeur indépendant, qui s'adresse aux administrateurs d'HL. Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints d'HL, qui comprend le bilan au 31 mars 2012, et les états des résultats et de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. La responsabilité de la direction pour les états financiers. La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers, conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation des états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. La responsabilité de l'auditeur, c'est que notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, et signé le 14 mai 2013. Si je vous réfère à l'exercice 2011, la seule différence, ce qui se retrouve à la page 3 des états financiers 2011, sous le paragraphe « Autres points », c'est que les états financiers de DHL, pour l'exercice terminant ce 31 mars 2010, ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états financiers une opinion non modifiée en date du 28 mai 2010. Je vais demander à Antoine de venir faire une brève présentation des résultats financiers. Bonjour, mon nom c'est Antoine Bernier, je suis directeur chez BDO Canada, je travaille avec Alain. C'est moi qui étais responsable du mandat de vérification chez DHL pour 2011-2012. Je vais vous présenter brièvement les résultats et puis le bilan de DHL pour 2012. Je vais aussi en même temps passer au travers de 2011 là, en faisant 2012 là, parce qu'on va regarder les variances. Donc, je vous emmène en page 5. Si vous avez des questions, on va y aller à la fin. Juste gardez vos questions, puis on va essayer de répondre à chacune de celles-ci. Donc, je vous emmène en page 5 des états financiers 2012. On va aller à l'état des résultats et de l'évolution des actifs nets. Donc, pour 2012, on a des produits de 1,8 million par rapport à 1,6 million en 2011. La hausse est principalement due à une subvention qui a été reçue en cours d'année de 2012. Il y a aussi le nombre d'atterrissages qui a augmenté au cours de 2012 par rapport à 2011. Les frais d'exploitation, on a des frais d'exploitation de 2,1 millions par rapport à 1,9 million en 2011. La variance, c'est principalement dû à des crédits qui ont été reçus de la Ville de Longueuil suite à la vente d'un terrain en 2011. Donc, en 2012, les taxes municipales ont été moins élevées.
Il y a également des services professionnels qui ont été payés à KPMG puis à Raymond Chabot, Grant Thornton pour une planification stratégique financière. L'entretien et réparation des pistes a également augmenté. Ça, c'était budgété. Ça avait été approuvé. Peut-être qu'on pourra en parler plus longuement tantôt si vous avez des questions. Ça, c'est plus opérationnel. Les mauvaises créances ont augmenté. Ça, c'est lié à certaines créances que la direction a jugées comme non recouvrables. Ce qui donne, si je reviens en page 5, donc ce qui donne une insuffisance des produits sur les charges avant les éléments suivants de à peu près 300 000 $ par rapport à 350 000 $ en 2011. On a séparé certains éléments qu'on pourrait qualifier de non récurrents à l'état des résultats. C'est ce qui vient par la suite pour pouvoir mieux comparer les années. Donc, en 2012, on avait des services professionnels liés aux éventualités de 211 000 $ par rapport à 313 000 $ en 2011. Ça, c'est des frais qui ont été occasionnés, c'est des frais légaux qui ont été occasionnés par les différentes poursuites au cours de 2011 et puis de 2012. Il y a une perte sur réalisation de placement à long terme de 1 $. En fait, c'est le placement dans la société en commandite et puis dans le commanditaire qui était présent en 2010 et puis qui a été vendu au cours de l'année 2012. On a un gain sur réalisation d'immobilisation corporelle, c'est principalement la vente de certains équipements pour 42 000 $. Et puis, pour 2011, on a la quote-part des pertes nettes des placements à long terme. Donc, c'est la quote-part de l'organisme dans la société en commandite. Donc, la quote-part de la perte qui était de 25 000 en 2011. Ce qui donne une insuffisance des produits sur les charges pour l'exercice en 2012 de 466 000 $ par rapport à 682 000 en 2011. Donc, on avait des actifs nets au début de l'exercice en 2012 de 10,4 millions. On est allé gruger les 460 000 $, donc ce qui donne des actifs nets à la fin de l'exercice de 9,9 millions, presque 10 millions. Je vous ramène en page 4, juste la page précédente. On a le bilan de l'organisme au 31 mars 2012 et 2011. Au niveau des actifs, on a des actifs totaux de 11,1 millions. C'est composé d'une encaisse de 166 000 $. Ça, c'est de l'argent monétaire, l'argent liquide. On a des placements à court terme de 6,5 millions. En fait, c'est des placements dans des dépôts à terme qui viennent à échéance en novembre 2012. Et puis pour 2011, qui venaient à échéance en novembre 2012, et puis pour 2011, il venait à échéance en novembre 2011, à un taux de 0,93 %, donc presque 1 %, du taux pas super élevé ces temps-ci. Au niveau des débiteurs, on a des débiteurs de 430 000 $ environ, en légère baisse par rapport à 2011, malgré la hausse des revenus. Principalement parce que la hausse des revenus était due à une subvention qui a été reçue. Donc, au niveau des frais payés d'avance, une légère diminution de 600 000 $ de 6 000 $, je suis désolé, pour un montant total de 22 000 $. Le placement à long terme, j'en ai parlé tantôt, c'était un placement dans une société en commandite et puis le commanditaire, la société en commandite, ça a été réalisé au cours de l'exercice, donc ça a été vendu pour la modique somme de 1 $. Les IMO corporels, on a augmenté de 400 000 $ au total. Il y a eu des acquisitions de 645 000 au cours de l'exercice. C'était de l'équipement, ça a tout été acquis à même une subvention de PAIA. L'immeuble locatif en voie de développement, ça c'est le projet d'Aérocentre qui avait été acquis pour la somme de 3 millions de $ en 2010. En 2012, le projet est rendu à 3,1 millions. En fait, c'est les taxes municipales qui ont été capitalisées au projet. Jusqu'à temps que le projet soit réalisé, on capitalise les frais qui sont liés à l'immeuble.
Au niveau des passifs et actifs nets, on a le même montant, 11,1 millions au total. On a des passifs totaux de 1,1 million. Ça, c'est l'argent que l'organisme doit. Donc, on a des créditeurs de 200 000 ce qui est en baisse par rapport à 2011, de 200 000 environ aussi, parce qu'on est passé de 400 000 à 200 000. C'est principalement dû aux frais légaux. En 2011, on avait une bonne partie du montant de 400 000 était dû à des firmes d'avocats. C'était tout lié aux poursuites contre l'organisme. Les subventions reportées ont augmenté, c'est dû aux acquisitions d'équipements en cours d'exercice. Au niveau des actifs nets, le principal changement, c'est en 2012, c'est lié, il y a des actifs nets qui ont été grévés. Tel que décidé, ça a été, la résolution a été passée par le conseil d'administration. Le conseil d'administration a décidé de gréver 2,5 millions des actifs nets pour créer un fonds d'indemnisation des administrateurs en cas de poursuite, parce que la société était plus assurable. Je vous emmène en page 6, à l'état des flux de trésorerie. Donc, cet état-là, ça vous permet de voir un peu ce qui s'est passé avec la trésorerie de l'organisme au cours des deux exercices. On a une insuffisance, je suis désolé, on a un fonds au niveau des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. On a eu une utilisation des fonds de 500 000 au cours de 2012. Donc 487 000 par rapport à 600 000 en 2011. Sur ce montant-là, on rajoute un 200 000 qui a été investi dans le fonds de roulement, principalement dans les créditeurs et charges à payer au cours de 2012. Ce qui donne une insuffisance totale de 600 000 en 2012 liée aux activités d'exploitation. Donc, l'organisme, au cours de 2012, par son exploitation, a utilisé 600 000 Un montant, par contre, il y a un montant qui a été réalisé au niveau des investissements au cours de 2012. Donc, il y a un 785 000 qui a été cherché au niveau des investissements. C'est principalement lié à la réalisation des placements à court terme. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 600 000 par l'exploitation, puis où on est allé chercher dans les dépôts à terme qui étaient là en 2011. Ce qui donne une augmentation de l'encaisse au cours de l'exercice de 100 000 au total, pour un montant, une encaisse à la fin de l'exercice de 166 000 Les pages suivantes, c'est les notes, c'est du blabla comptable. Je vous inviterai à le lire. Si vous avez des questions, peut-être juste ne passerons pas au travers parce que c'est pas super intéressant pour vous. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si je vous amène en page 10, rapidement, les placements à court terme, on en a parlé tantôt. C'est les dépôts à terme à 0,93 %. On a aussi le breakdown en bon français des débiteurs. Donc, on voit où sont les débiteurs. Donc, on a la subvention à recevoir de 200 000 $. Puis, on a une augmentation par rapport aux clients aéroportuaires, donc principalement vous, les membres, de 100 000 $. Les placements à long terme, on en a discuté tantôt. Ils ne sont plus là, ils ont été vendus au cours de l'exercice. En page 11, on a le détail des immobilisations corporelles. Ça n'a pas bougé énormément, à part pour l'acquisition d'équipements, dont j'ai parlé tantôt. En page 12, on a le détail des créditeurs et charges à payer. Donc, on en a parlé, la diminution tantôt des comptes fournisseurs, principalement dus aux frais légaux. En note 9, on a l'affectation grévant l'actif net. Donc, c'est de 2,5 millions. On a mis le détail, je vous en ai discuté tantôt. La note probablement la plus intéressante est en page 13, c'est les engagements et les éventualités. Dans cette note-là, on décrit toutes les poursuites qui sont envers la compagnie.
des poursuites importantes envers la société à cette date-ci. Et puis, la direction a également mentionné son évaluation par rapport à ces poursuites-là. Donc, les éventualités. En page 14, on a les risques liés aux instruments financiers. Rapidement, on parle du risque de crédit, du risque de liquidité. Puis en page 15 et 16, on a les différentes annexes. Donc, on a le détail des produits puis des charges d'exploitation de la société pour les deux exercices. Alors, vous avez eu l'occasion de passer au travers des états financiers. Peut-être que certains d'entre vous avaient des questions. Ce serait le moment approprié de les présenter. Vous présentez qui vous êtes et en même temps la question. Alors, la question du redressement semble indiquer que le fameux investissement de 6 millions, ma compréhension de ça, c'est qu'il y aurait eu potentiellement une erreur de fait dans les états financiers, c'est terminé le 31 mars 2010, que l'investissement aurait été comptabilisé alors que en réalité, la transaction ou l'investissement n'avait pas encore eu lieu. Est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu ce point-là? Pas de problème. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, pas de problème. Ce qui est arrivé dans les faits, c'est que en 2010, ce qui a été comptabilisé, c'est un actif de 6 millions. Et puis, il y avait un passif de 5,7 millions. En retournant dans la documentation, ce qu'on a vu, c'est que dans les faits, comment ça marchait, c'est que le placement, pour pouvoir... C'était pas vraiment un placement de 6 millions. Ce qui arrive, c'est que pour pouvoir... Si on y va du côté du passif, c'est peut-être plus simple si on y va de ce côté-là. Le fameux 5,7 millions n'était pas payable. Ce qui arrive, c'est que la société était engagée à payer le 6 millions. Mais il fallait que la société en commandite fasse l'appel, un appel de soumission de capital. Les appels de soumission de capital n'ont jamais été faits, donc il n'y a pas vraiment de passif. Donc, c'est une erreur qui avait été faite par la firme à ce moment-là, je pense par la société, puis ça avait été vérifié. C'est parce que je trouve ça excessivement matériel. Là. Oui, exactement. C'est pour ça que ça a été corrigé, parce que sinon, ça n'aurait pas été corrigé. Mais dans les faits, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a jamais eu de placement de 6 millions. Mais il n'y avait pas non plus de dette de 5,7 millions à faire. Si on y va au net, c'était un placement de 200 000 $. OK. Alors, on parle donc de redressement de l'exercice antérieur, mais on note quand même ici, c'est marqué actif net non affecté, redressement 235 000 $. Est-ce que pouvez-vous, encore une fois, juste me clarifier, donc le 235 000 $, oui, c'est le montant qui a réellement été investi? Non. En fait, là, c'est qu'il y avait, je vais vous dire, il y avait deux erreurs. La première erreur, on parle de l'actif et puis du passif qui se nettent, donc le 6 millions et puis le 5,7 millions. La deuxième erreur, c'est que la quote-part de la société. Donc, selon les normes comptables, ce qui arrive, c'est que quand un organisme détient une quote-part, quand la cote détient un placement significatif dans une autre société, on est obligé d'aller comptabiliser la quote-part de la deuxième. Du placement, dans le fond. Donc, il faut aller comptabiliser à la valeur de consolidation. Je parle en termes comptables. Donc, dans le fond, ce qui arrive, c'est que si la société, si on parle en chiffre simple, si la société, si on détient un placement de, disons, 100 $, et puis dans une société, et puis que la société fait des pertes, bien, il faut aller comptabiliser la perte, notre quote-part de cette perte-là. Donc, comme on avait un placement à 50 %, donc on prend 50 % de la perte. Donc, le 235 000 $ serait 50 % de la perte en fait, dans la coentreprise. Oui, exactement. Mais en fait, la perte était même plus élevée que ça, parce qu'on est limité au placement, à l'investissement.
Parce que si j'ai un placement dans une société, puis que la société fait des pertes plus grandes que mon placement, mais mon placement ne vaut plus rien. Il vaut $1 à la fin. OK. Parce qu'on n'assume pas le passif de la société. Donc, en tout cas, je fais de l'observation que je veux quand même mentionner que nous avions, disons, exprimé notre désaccord par rapport aux ces états financiers-là qui avaient été présentés à ce moment-là. C'est là qu'on avait demandé une enquête de la part de la firme KPMG, etc., au moment de la présentation de ces états financiers-là. Donc, ça me fait, en tout cas, simplement confirmer que notre intuition est, disons, elle est peut-être dans la bonne direction là, à ce niveau-là, en tout cas. Ça, je ne peux pas commenter. On était pas en 2010. Alors, pour ce qui est de donc, quand on parle de la co-entreprise versus la société en commandite, j'essaie juste de comprendre un petit peu la différence. Là, non, c'est la même chose. On parle de co-entreprise, c'est... Oui, au lieu d'être une société incorporée, c'est une société en commandite. On était à 50-50 avec un autre partenaire. OK. Donc, vous, de votre côté, vous n'êtes pas vraiment au courant, ou est-ce que vous êtes au courant de la nature de la perte? Peut-être, M. Spencer, de 235 000 $. On dit que c'est donc 50 de la perte qui était encourue dans la co-entreprise dans la première année. Ça me semble énorme pour une entreprise qui ne semblait pas avoir d'activité, là. Écoutez, un peu comme on l'a mentionné, là, la perte aurait pu être plus élevée que ça, mais notre risque se limitait à notre investissement. Alors, oui, on peut passer le commentaire aujourd'hui que la perte était substantielle compte tenu que c'était 1 année ou 2 ans d'opération, mais on ne peut pas apporter d'autres éléments à tout ça, là. Peut-être avoir d'autres éclaircissements, là. Donc, peut-être une autre question au niveau comptable. À la page 4, on parle de l'immeuble locatif avec une valeur. Immeuble locatif en voie de développement, les actifs, bon, c'est passé de 3 millions à 3 53 782. Oui. Puis je remarque également en 2012 que avant. Oui. J'essaie de comprendre de quelle manière est-ce que vous pouvez justifier, on pourrait dire, l'appréciation de l'actif sur la base des taxes municipales qui seraient rajoutées à l'actif. J'essaie de comprendre. On détient un immeuble. Puis cet immeuble-là, il est destiné à la location. Donc, on est dans l'immobilier, là, dans le fond. Puis ce qui arrive, c'est que ça, c'est comme un bien en inventaire. Okay, c'est ce que c'est. Puis les règles comptables permettent d'aller capitaliser les frais qui sont liés à ce bien-là qui est en inventaire. Donc, mais si j'essaie de comprendre, DHL a fait l'acquisition d'un terrain qui fait maintenant partie de l'aéroport. Pourquoi est-ce que le reste de l'ensemble de l'aéroport, il n'y a pas un traitement comptable similaire? Parce que c'est tout du terrain locatif, là. Une fois qu'on devient propriétaire, ce terrain-là versus un autre terrain, c'est un terrain. Oui, mais les restes sont déjà loués. Ils ne sont pas destinés à la location. Non, c'est pas vrai, là. C'est inexact, là. C'est-à-dire qu'il y a plein de terrains à louer partout sur les terrains de DHL, là. Il y a plein d'autres terrains à louer. Oui, mais ils sont inclus au niveau des... si on le voit, sont inclus au niveau des immobilisations corporelles. Ça, c'était acquis par la suite. C'est pas juste le bâtiment aussi, là-dedans. M. Bernier, je pense que M. Gosselin fait référence à la valeur du terrain. Puis on a une décision qui a été rendue là-dessus. Là. Peut-être qu'on peut donner... c'est quoi les choix d'un conseil d'administration par rapport... Parce que c'est ça que vous dites, M. Gosselin, hein? C'est que la valeur des autres terrains là, qui ne sont pas loués... J'essaie de comprendre pourquoi ce terrain-là vaut 3 millions, pas été évalué. Mais le reste de l'aéroport vaut 1 piastre. C'est ça. Ouais, je vais tenter de vous répondre. Les règles comptables nous obligent un petit peu, dans le cas d'un immeuble locatif, à venir capitaliser les frais directs et indirects sur la détention de l'immeuble, jusqu'à concurrence de sa valeur marchande. Okay? Au dernier conseil d'administration, on nous a démontré que la valeur marchande de ce terrain-là était un montant plus élevé que le montant qui figurait dans les livres de l'organisme. Dans un deuxième temps, c'est que l'organisme, puis c'est une décision que le Conseil va pouvoir prendre en 2013, a l'opportunité de réévaluer l'ensemble de ses actifs à la valeur marchande.
auxquelles les règles comptables ont été modifiées pour les organismes à but non lucratif. Et il est possible qu'en 2013, le conseil d'administration réévalue la valeur de ces actifs pour les porter à la valeur marchande. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on pourrait s'attendre à potentiellement une perte énorme par rapport à ce terrain-là, parce que là, ce qui allait, c'est qu'en voie de développement, mais ça fait déjà... Non, vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit on nous a démontré que la valeur marchande de ce terrain-là était de beaucoup supérieure au montant inscrit au livre. Sur quelle base? Vous avez un rapport? Je ne sais pas, non? Je sais, parce que tu vois, je suis abasourdi, là. En fait, il y a eu des si c'est le cas, je me dis, vendons-le. Il y a eu des transactions récemment qui ont démontré qu'on était en mesure de mettre une évaluation marchande compte tenu des transactions qui avaient eu lieu. Et c'est là-dessus qu'on s'est basé pour fournir l'information à la firme qui l'a pris en compte et l'a considéré comme valable. OK. J'aurais une autre question un peu en parallèle comme ça. Cet immeuble-là, je ne sais pas à quel point que vous êtes familier, là, un petit peu, avec l'immeuble en question. C'est un ancien terrain utilisé par les Forces armées canadiennes. Et entre autres, il y a un bâtiment dessus qui est une ancienne chaufferie dessus, qui est un bâtiment au moins 3 étages, c'est pas 4 étages en béton, etc., avec des tuyaux souterrains, etc. Il y a des inquiétudes qui ont été soulevées dans le passé, savoir est-ce que c'est possible que ce bâtiment-là soit contaminé à l'amiante ou des choses comme ça. Et une des questions qu'on a déjà posées dans le passé, je vais vous poser la question encore maintenant à M. Spencer, est-ce qu'il y a eu une analyse environnementale de fait par rapport à ce terrain-là? C'est-à-dire que si le terrain s'avère à être contaminé, est-ce que DHL s'ouvre à des coûts de décontamination? En fait, il n'y a pas eu d'analyse. La réponse là-dessus, elle est claire. Par contre, il va falloir qu'il y en ait une à un moment donné pour savoir effectivement de quelle façon on veut disposer de ce terrain-là. Puis on l'évaluera à ce moment-là, dépendamment des résultats, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, en tout cas, aussi, ce que M. Deslauriers dit, que l'immeuble vaudrait plus cher que ce qu'on a payé, qu'il y a un risque de contamination, etc. Si on a l'occasion de pouvoir vendre ce terrain-là et se libérer de ce risque-là, je pose la question parce qu'à ce que je sache, il n'y a toujours pas de locataire sur ce terrain-là. Est-ce qu'il y a un locataire qui paye un loyer? Il y a des baux. Le bail de ce terrain-là n'a pas été conclu avec la compagnie qui en avait fait la demande au moment où, en 2010, là, les clauses qui étaient incluses dans ce bail-là ne nous convenaient pas. Donc, pour l'instant, cette transaction-là n'a pas été complétée. On va dire qu'elle ne sera pas là, mais elle n'a pas été, compte tenu du fait que DHL ne se sentait pas en position de signer le bail tel qu'il nous était présenté. Mais notre intention, c'est d'éventuellement être capable de louer cet environnement-là, mais ne pas le vendre. On ne veut pas en disposer. Okay. On veut le développer. Si vous voulez le développer, pouvez-vous expliquer d'abord, parce que là, tous les membres aussi, je pense qu'on se pose des grosses questions. On parle maintenant d'un investissement qui était, de 3 millions de dollars, plus 235 000 qu'on voit comme perte dans les états financiers. Et on voit maintenant que c'est à 1 dollar dans les livres et qu'on s'est dissocié de cette co-entreprise-là. J'essaie de comprendre de quelle manière que vous comptez développer ce terrain-là. Si, d'après ce que je peux comprendre, vous avez abandonné votre partenaire de développement, ou j'essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. C'est vrai. Et je peux juste vous dire que c'est vrai ce que vous dites. On a abandonné le partenaire de développement pour faire d'autres choses éventuellement, mais ça, autre chose n'a pas été décidé, là. Et dans ce contexte-là, il va falloir voir comment on peut développer non seulement ce secteur-là, mais l'ensemble de l'aéroport. Et on n'est pas rendu là encore. OK. Bien, en tout cas, moi, ma suggestion... Et l'idée, dans le fin fond, c'est juste de répondre à la question par rapport à votre préoccupation de valeur. Moi, je ne sais pas ce que vous attendez de mettre une pancarte à vendre, peut-être. Juste une suggestion, là, peut-être. On ne peut pas vendre. C'est parce que je vois que les liquidités de l'organisme diminuent d'année en année. Et puis, je me dis qu'éventuellement, on va avoir besoin de renflouer nos coffres si ça continue comme ça. M. Gosselin, si jamais ça devenait à ce point-là, bien, ça sera une des pistes de solutions qui seront considérées. Je vais passer à quelques autres questions ici, de toute manière. Est-ce que, par rapport à l'acquisition de ce terrain-là, une des questions qui se pose, c'est pourquoi avoir fait l'acquisition de ce terrain-là alors que
on vous l'explique, il y a beaucoup d'autres pieds carrés. Là. Je regarde la photo qu'il y a à votre droite, à ma gauche, là, et on voit des terrains à côté de la GRC, tout ça qui ne sont pas développés, des terrains passés Pascal qui ne sont pas développés, des terrains le long du kilo, etc. Je pose la question justement, parce que quand vous dites non, vous ne voulez pas vendre ce terrain-là, mais l'acquisition a été faite en premier lieu alors que DHL disposait de 10 millions de pieds carrés excédents et de plusieurs autres pieds carrés le long des pistes. Est-ce que je sais que vous avez été déjà sur le conseil d'administration de DHL, est-ce que vous étiez là au moment de ces transactions-là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Je n'essaierai pas de les expliquer, mais je vais vous dire ceci. L'orientation, tant qu'à l'acquisition de ces biens-là, était où on formait un partenariat. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Donc, le partenariat s'est désisté. Et c'est là qu'on en est, là. Je ne peux pas vous donner plus d'informations que ça. Au moment de la décision a été prise de faire l'acquisition du terrain pour une valeur de 3 millions de dollars, est-ce que DHL disposait des fonds à ce moment-là pour effectuer cette transaction? Est-ce que DHL avait, comme on dit, l'argent dans ses poches pour effectuer cette transaction-là? À ce moment-là, je pense que oui, mais je ne peux pas vous le confirmer. Là. Vous me posez la question, est-ce que DHL avait l'argent? Il y avait des engagements, mais on vous expliquait tantôt, je pense, au niveau financier, qu'il y avait aussi des contraintes. Donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas eu de sortie de fonds qui devait se faire avant que certains événements arrivent. Ces événements-là n'ont jamais eu lieu, l'argent n'a jamais sorti. OK, je ne parle pas du 6 millions, mais je parle de l'acquisition initiale de 3 millions. Ma compréhension, encore là, je n'ai pas de mémoire parce que je pense que les états financiers ont démontré qu'on avait le cash à ce moment-là, M. Deslauriers. Oui, effectivement. Puis on vient aux états financiers de 2010, qui... on revient en 2010. Je n'ai pas les états de 2010 devant moi. C'est difficile pour moi de commenter l'acquisition puis l'utilisation des fonds pour procéder à l'acquisition. OK. Ben, moi, j'étais présent à ce moment-là. Je peux poser une question à M. Deslauriers. Je peux poser une question? C'est bon. Est-ce que, comme comptable, est-ce que votre opinion, c'est que est-ce que c'est prudent ou permissible ou est-ce qu'on voit ça fréquemment qu'un organisme sans but lucratif ferait l'acquisition, on parle ici d'un terrain de 3 millions de dollars, c'est significatif, on parle de quelque chose de matériel, là, sans avoir des liquidités ou potentiellement le pouvoir d'emprunt pour effectuer la transaction. Est-ce que ça serait considéré comme étant normal ou pas? Écoutez, il faudrait que je retourne à 2010 puis je regarde les états financiers pour porter un tel jugement. Mais je peux vous dire que de faire une transaction de la sorte, sans revenir en 2010, parce que je ne la connais pas, la transaction de 2010, je ne l'ai pas vécue, c'est possible. Pourquoi tu te regroupes? Pourquoi tu vas t'associer avec quelqu'un, OK, pour faire un développement? C'est pour être plus fort. OK, parce que tu n'es pas capable de le faire tout seul. Fait que moi, je vois ça correct, OK, d'avoir fait un tel investissement avec un partenaire, à savoir, est-ce que c'était le bon partenaire, c'était le bon projet, c'était le bon terrain ou autre, je ne pourrais pas vous répondre. Il faudrait que je retourne en 2010. Ma compréhension, c'est que le fameux 9 400 quelques mille dollars qui est dans les états financiers maintenant, c'est la réalisation d'une vente des terrains qui sont à l'est de la route de l'aéroport, environ 10 millions de pieds carrés. Ma question à M. Spencer, à ce moment-là, c'est ma compréhension, c'était que la vente, selon les lettres patentes de DHL, la vente de cet actif-là aurait dû être approuvée par une assemblée des membres. Est-ce que vous êtes au courant de ça? M. Gosselin, je ne pense pas qu'on est ici là, pour re-questionner l'investissement. On peut être en accord ou en désaccord. On vous a présenté les états financiers. Vous pouvez avoir des questions par rapport à ça, mais si on revient en 2010 pour essayer de questionner la décision qui a été rendue, on ne s'en sortira pas. Je ne vous dis pas que je suis en accord ou en désaccord. Je peux juste vous dire qu'elle a eu lieu. Il y avait à ce moment-là, je pense, des prétentions d'investissement qui devaient être profitables, et ça n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? On ne peut pas aller plus loin que ça. Je ne peux pas vous donner d'autres informations. Même si vous continuez à poser des questions par rapport à ce projet-là, je ne peux pas vous donner d'autres informations. OK. Je vais vous poser la question un peu différemment ou sous un autre angle. Le 9 400 quelques mille dollars, est-ce que vous pourriez nous expliquer
parce qu'encore là, on n'a jamais eu d'explication par rapport à ça. Je pense que les membres ont besoin... ma compréhension, c'est qu'il aurait fallu qu'on approuve la transaction de 1. Mais de 2, j'aimerais savoir quel était le processus utilisé par DHL pour maximiser le produit de vente lors de la vente de ces terrains-là. Qu'est-ce que DHL a fait ou aurait pu faire ou n'a pas fait ou fait pour maximiser les revenus? Je ne suis pas capable de vous répondre. Je suis très honnête, là, parce que l'évaluation qu'on en a fait à ce moment-là faisait en sorte qu'on maximisait le revenu à ce moment-là. Aujourd'hui, je ne sais pas, là, mais à ce moment-là, c'est la décision qui avait été rendue. Alors, et je n'étais pas chez DHL, là, mais regardez, je ne suis pas capable de vous répondre à ça, là. Et il y a eu plein de changements là, qui ont eu lieu par la suite, là. Mais regarde, vous re-questionnez des transactions qui ont eu lieu avec lesquelles vous êtes en désaccord, je comprends ça, mais regardez, là, on peut-tu arrêter ça, là, puis passer à d'autres choses, essayer de développer DHL pour qu'on arrive à une conclusion qui va être favorable pour tout le monde? Le problème qu'on a, c'est que... Mais oui, mais on ne peut pas revenir en arrière, là. Ça, je conteste. Il y a des actions en cours. Écoutez, il y a des actions en cours qui ont été prises par certains membres, puis laissons la Cour décider. Si la transaction ne devait pas avoir lieu, la Cour va décider, puis la décision sera rendue à ce moment-là. Mais il y a plein d'actions, là, puis on les a notées dans les états financiers. Alors, quand même, on en discuterait, on n'arrivera pas à des conclusions, parce que c'est la Cour qui, à la fin, va décider de tout ça. Je pose une question qui n'a pas rapport à la Cour, là. C'est l'investissement de DHL dans la co-entreprise. Si on parle de les montants qui ont été mis, je sais qu'il y a des montants qui devaient éventuellement être mis, qui n'ont pas été mis. Mais j'aimerais comprendre qu'est-ce qui a mené à, excusez-moi l'expression, tirer la plug, là, mais donc de retirer ces billes de cet investissement-là pour faire une perte sèche, directe, matérielle, après un relativement court laps de temps. Là. Je me rappelle à ce moment-là, c'était M. Jean-Jacques Rainville, qui était président de DHL, et je pense dans la même salle ici, qui nous avait vanté multiples fois le projet, comme de quoi que c'était pour être excessivement payant et profitable, etc., etc. Moi, à ce moment-là, j'avais demandé qu'on produise des chiffres, qu'on m'explique comment est-ce que ça pourrait être excessivement profitable. Moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, si c'est pas être si profitable que ça, je suis un homme d'affaires intelligent. Pourquoi moi, je n'ai pas pensé à ça? C'est un peu comme ça qu'ils vont poser la question. Mais il y a des gens qui doivent être bien plus intelligents que moi. Ils ont monté un projet, ça va être supposément bien payant. Et bien, finalement, on se retrouve avec rien, avec un terrain pas loué. Et là, on se dit, là, vous me dites, écoutez, c'est chose du passé, qu'on oublie ça, puis qu'on passe à d'autres choses, mais c'est une pilule très difficile à avaler sans explication. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer un petit peu mieux le processus qui a mené à la décision de dire on tire la plug. Vous l'avez posé à M. Rainville, probablement, la question. Il a sûrement répondu à ce moment-là. Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Il m'avait dit que ça pourrait être, vous avez tous dit que ça pourrait être excessivement payant. J'accepte ça. J'accepte l'information que vous avez reçue, mais je ne suis pas en mesure de contredire ce qu'il a dit. Puis, je pense qu'on a couvert cette portion-là. Si vous avez d'autres questions, je vais essayer d'y répondre. On va essayer de vous aider. Mais on peut-tu passer à une autre question? Je vais voir qu'est-ce que j'aurais d'autre ici. Alors, ces transactions-là ont été faites au moment que Jean-Jacques Rainville était président de DHL, etc. Le nom de M. Rainville, de sa firme, est ressorti récemment de la commission Charbonneau, etc. Est-ce que ce sont des choses qui vous inquiètent et qui sonnent un petit son de cloche, un petit doute dans votre esprit, etc., ou en ce qui vous concerne, tout ce qui a été fait dans ce passé-là est, comme on dit, blanc comme neige et n'a pas lieu d'être réexaminé? Aucun commentaire. OK. Je ne peux pas répondre à ça. Mais est-ce que M. Gosselin peut terminer et puis ensuite... Je peux laisser M. Dugrip. Okay. Tu as le microphone? M. Dugrip, allez donc au micro parce qu'il y a des gens en arrière, vous ne vous entendez pas, là.
Pour revenir un petit peu sur les terrains, mais en ce qui concerne au niveau des états financiers, vous parlez que vous avez vendu des terrains à une pièce le pied carré, et les 9 millions de pieds carrés dans l'achat, c'est ce qui est marqué au niveau des états financiers, comme on a récupéré le 9 et quelques, presque le 10 millions. Puis vous avez vendu des terrains, vous, qui vous appartenaient à une pièce, et puis quand il s'agit de vous les acheter 4 pièces. Est-ce que je voudrais juste comprendre la décision de Dachel, pourquoi acheter des terrains 4 pièces alors que Dachel a des terrains, c'est sûr qu'ils ne sont pas tout à fait au même endroit, mais les vend d'une pièce. Je voudrais juste avoir une explication là-dessus. Ma seule réponse que je peux vous donner à ce moment-là, c'était selon une évaluation qui nous avait été soumise, avec laquelle on était d'accord. Oh, est-ce qu'il serait possible, je ne sais pas, d'avoir une copie de cette évaluation, ou c'est qui avait fait l'évaluation du 4 pièces? Michel? C'était Oui. Pardon, Michel, j'ai pas entendu. Il n'y a pas eu d'évaluation. Il n'y a pas eu d'évaluation pour le 4 pièces? Oui, pour ce côté-ci, oui. Donc là c'est que vous avez acheté des terrains sans évaluation, et puis l'autre bord, vous les avez fait évaluer à une pièce. J'essaie juste de comprendre. Vous parlez de quel terrain, là? Les terrains de... De Deview? Oui. Ah non, là, effectivement, Michel, tu as raison. J'ai mal compris votre question, excusez-moi. Je ne pense pas qu'il y a eu d'évaluation à ce moment-là. Donc, c'est ça, je ne comprends pas, juste dans le raisonnement de Dachel, on parle de gestion de Dachel au point de vue des états financiers. Vous achetez des terrains sans évaluation, vous en vendez qui sont évalués à une pièce. On peut le contester ou pas, on peut être d'accord ou pas. Mais vous, quand il s'agit d'acheter, ben, c'est pas grave, c'est ce que dit le vendeur, vous ne l'évaluez pas en tant que bon gestionnaire. Puis vous les achetez et vous dites, ben, je ne fais pas d'études environnementales, on va continuer. Et là, maintenant, on se retrouve propriétaire de ces terrains-là. Et là, on se dit, ah, ils sont peut-être contaminés. C'était peut-être pas une bonne idée de les acheter. C'est ça que j'essaie juste de comprendre. Est-ce qu'il y a eu un fonds prévu pour la décontamination? Et je comprends, je veux juste que vous m'expliquiez comment Dachel a pris la décision, 1, d'acheter des terrains sans évaluation, 2, d'acheter des terrains sans études environnementales. Si on regarde, on achète n'importe quelle bâtisse commerciale, une étude environnementale. J'essaie juste de comprendre la décision de Dachel là-dessus. Je ne peux pas vous répondre. Je pense que ça a été couvert à d'autres réunions. Puis il y a des gens qui vous ont donné de l'information. Vous pouvez être en accord ou en désaccord. Attendez, je n'étais pas présent, mais tout ce que je peux vous dire par rapport à ce que vous me dites là, je ne suis pas vraiment en mesure de vous répondre. Monsieur, je vais juste vous répondre une chose, Monsieur Spencer, c'est que lors des réunions précédentes, malheureusement, on a eu la même réponse que vous nous donnez aujourd'hui. On n'est pas capable de répondre. C'est juste ça. C'est malheureusement année après année, sauf que nous, en tant que membres de Dachel, on regarde comment l'argent est géré, et puis on nous dit à chaque année, on ne peut pas vous répondre. Je sais que vous n'êtes pas en accord. On est en cours. Hein? Il y a eu des actions qui ont été prises par rapport à cette transaction-là. Alors, je vous répète ce que j'ai dit tantôt. Attendons la décision de la Cour, puis dans le contexte, on verra comment réagir. Et est-ce que c'était judicieux ou non? Peut-être que ce l'était, peut-être que ce ne l'était pas, puis on verra. Le futur va nous dire ce qu'il y en est exactement. J'ai des questions de la poutine un petit peu plus simples. Des questions par rapport à certaines charges d'exploitation en 2011. Première question, c'est... quelle page vous êtes? Si on regarde les charges d'exploitation, 2011, peut-être quelqu'un peut me donner la page rapidement. OK, vers la fin, probablement. Page 5. OK. 17, oui. Oh, page 17. Faut que tout le monde suive. Ah, 17. OK. C'est bien ça, OK. J'aimerais avoir un peu plus d'explications sur la nature des services professionnels, développement aéroportuaire, 82 168. J'essaie de comprendre qu'est-ce que c'était à ce moment-là. Est-ce que c'était j'essaie de me rappeler encore là, à ce moment-là, s'il y avait encore un directeur général. C'était un salaire de directeur général ou c'est... Parce qu'il y avait un autre poste, c'était direction générale. Donc, j'assume que c'est pas ça. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la nature de ces frais-là? 82 168. Services professionnels, développement aéroportuaire. Donc, c'était en 2010, 133 743, puis en 2011, 82 168. Déjà en 2010, j'aimerais ça savoir aussi qu'est-ce que c'est, parce que c'est quand même des montants assez significatifs.
Peut-être que sur cette question spécifique, on pourrait vous répondre par une lettre. Si on n'a pas de réponse, on peut la fournir, effectivement. Puis, ce soit par la suite. Oui. On a une explication. OK. J'en ai une peut-être encore plus facile, j'espère. Elle est plus facile, celle-là. Elle est encore plus directe. Le 43 518 par rapport au service professionnel, gestion de bruit, qu'est-ce qu'on obtient pour notre 43 000 par année? Je pense que le même frais se retrouve en 2012 également. Alors, je voudrais juste essayer de comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Ça, c'est les fameuses études. On a-tu la réponse là-dessus, Michel? C'est les études SNC-Lavalin. Vous comprenez, M. Gosselin? SNC-Lavalin? SNC-Lavalin. Est-ce qu'on leur doit de l'argent pour on les paye à chaque année ou non. Ils font une étude? C'est fini? Oui. Parce que cette étude-là, c'est l'étude C'est quand ils ont vérifié pour le bruit, là. OK, ça marche. Donc, ça s'est fait parce que je pensais que ça n'a pas duré 2 ans, c'est pour ça que je me disais. Non. OK, donc, c'est plus un frais récurrent maintenant, ça a été juste on va dire, one-shot, mais ça s'est étalé sur 2 années, là. OK. M. Prudhomme, je pense qu'il y a peut-être une question. Non, c'est pas grave. Bonjour, mon nom est Guy Prudhomme. Je remarque qu'il y a une mauvaise créance de 78 000 aux États financiers et j'aurais aimé savoir si c'était des frais qui sont contestés et que vous avez décidé de passer aux mauvaises créances ou si c'est réellement des services qui ont été rendus et que vous avez réellement une raison de croire que vous ne serez pas payé. Il y en a une partie, c'est les frais de Petroair Service qu'on a l'intention de récupérer. Et l'autre partie, 50 000 c'est des taxes non payées. Par la même personne? Non, par Davio. Davio. D'arriver au centre. Mais est-ce qu'il y a encore des valeurs, ce monsieur-là, ici? Oui, c'est pas effacé, ça, là. Dans le c'est pas effacé. Mais est-ce que ces deux créances-là, les gens ont des valeurs sur l'aéroport? Bien, monsieur l'abbé, il y a des valeurs sur l'aéroport, c'est sûr. Ça n'a pas été vendu, ça? OK. C'est pas des créances d'avion. En fait, ça provient de trois principaux. On a Petroair, on a Carrière, puis on a Aéroclub de Montréal. Oui. Carrière, c'est une contestation. Oui, c'est toutes des contestations, puis c'est tous des services qui ont été rendus, les taxes. Mais il y a une différence entre une contestation et une taxe impayée qui C'est pas les taxes impayées, là, Michel. C'est mélangé. Là. Ah bon, OK. Ce sont des contestations. Non. Non, Davio ne doit pas d'argent, ça a été radié. Bon, OK. Pas... Mais... Non, ça n'a jamais été... Ça n'a pas été radié, ça n'a jamais été constaté. Il n'y a jamais eu de services qui ont été rendus à Davio parce qu'il n'y a jamais eu de bail. Donc, il ne peut pas avoir de montant à recevoir. M. Prudhomme, ce n'est pas relié. C'était une erreur qu'on vous donnait comme information là, au niveau de Davio. OK. Mais est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi les montants contestés se retrouvent aux mauvaises créances plutôt que... C'est tout à fait différent. Hein? Plutôt que d'inscrire que c'est un montant contesté, il y a peut-être lieu de dire que ça va être payé. Une mauvaise créance, c'est différent d'un montant contesté aux états financiers en ce qui me concerne. Lorsque vous avez un actif, le vérificateur doit regarder l'actif et lorsque l'actif a une récupération de plus de 6 mois, OK, on commence à poser des questions. Que ce soit contesté ou mauvaise créance, c'est le même résultat. Si vous auriez mieux avoir mauvaise créance ou mauvaise créance contestée, on pourra le faire l'année prochaine. Non, c'est pas ça. C'est que lorsque je vois, M. Laurier, lorsque je vois une mauvaise créance de 78 000 puis que je pense que c'est une mauvaise créance, et que je me dis comment se fait-il que des gens qui ont des biens ont pu s'en sortir de cette façon-là, et sans avoir un lien sur une bâtisse ou quoi que ce soit, une hypothèque légale. Mais là, si c'est des montants contestés, c'est pour ça que ma question était,
Sont-ce des montants contestés ou des taxes impayées? C'est tout à fait différent. C'est des montants contestés. OK, merci. Une petite question facile. En 2012, si vous regardez au niveau, encore là, des charges d'exploitation, au niveau des dépenses de promotion et publicité, si je regarde, là, on a essentiellement une diminution de moitié. On avait 28 000 à peu près dans l'année précédente. Ensuite, c'est tombé à 14 000 Ça veut parler de faire la promotion de l'aéroport, du développement, etc. J'ai un petit peu de la misère à comprendre comment est-ce qu'on dit qu'on veut faire la promotion et on fait le développement, mais en même temps, on coupe de moitié un budget publicitaire qui est déjà relativement insignificatif. Là, si on part de 28 000 puis on descend à 14 000 je sais pas, on va savoir ce que vous pensez de ça. Je ne donnerai pas de réponse par rapport à ce qui s'est fait, mais vous avez raison. Si on veut faire le développement de l'aéroport, il va falloir mettre un peu de sous pour le publiciser d'une façon adéquate. Juste une petite question à la note 11 de l'État financier 2011. Pouvez-vous m'expliquer, peut-être c'est moi qui n'ai pas compris, c'est quoi le 11B? Pouvez-vous juste donner la page? La page 13. C'est dans les... Le CAPAL? Non. Là, c'est le B. Ah, le B, excusez. Le 11? Ouais. J'étais dans le 10, excusez. Vous êtes, M. Duquet, vous êtes dans quel état financier? Celui de 2011. Ah, 2011, OK. 2011, Excusez-moi. puis la page 13, le 11B. Je peux y aller. OK. En 2011, Dachel avait assumé une responsabilité éventuelle, OK, par l'endossement conjoint avec un co-entrepreneur qui est la société en commandite. Et bonne nouvelle, en 2012, elle n'est plus là. Donc, l'endossement est complètement radié. Pardon? L'endossement est complètement Pour radié. la marge de crédit Pour la marge de l'organisme, la société en commandite. Elle Mais ce qui est important, c'est qu'en 2012, elle n'est plus là. Ok. Ça a été vérifié auprès de la banque là, pour s'assurer qu'effectivement, Dachel n'était pas un endosseur dans une dette qui avait été identifiée en 2011. Mais vous comprenez que nous, comme vérificateurs, comme on donne une opinion pour 2011, même si on sait qu'en 2012, et puis là, on doit le mentionner. Ok. Juste une petite question aussi relative aux frais. D'abord, aux locations de terrain. Sur les locations de terrain, je vois entre 2011 et 2012, dans l'état financier de 2012, la page 15, on passe de 700 000 à 730 000. Si je comprends bien, l'augmentation, c'est à peu près l'IPC, c'est ça? Ou c'est quoi l'augmentation de 30 000 $ de location de terrain? 2012. 2012. On change de valeur. Location de terrain. C'est 2 ça. 2 d'augmentation. Exactement. Pardon? C'est le 2 d'augmentation. OK. Donc, je regarde dans les revenus de Dachel aux locations de terrain, on parle de 2 L'augmentation qu'on arrive à avoir des locations de terrain, c'est en augmentant le tarif des loyers déjà existants. Malheureusement, dans le passé, depuis 2004, Dachel n'a pas réussi à signer de nouveaux baux, de nouveaux locataires. En fin de compte, je pense qu'il n'y en a jamais eu. Je pense que vous pouvez me le confirmer là-dessus. Je voudrais savoir, c'est quoi la stratégie de Dachel pour que l'état financier de 2013, on ait des nouveaux locataires, des nouveaux revenus de location sur les terrains qui sont disponibles au point de vue de kilo pour, je dirais, aider les finances de Dachel, puisqu'on est dans le trou. On se dit, pourquoi on ne pourrait pas louer? Puis là, j'essaye juste de suivre. Il n'y en a pas eu de location depuis 2004. Alors, c'est quoi la stratégie de Dachel pour... Alors, 2013, je ne pense pas que ça va changer de façon drastique, là, si ce n'est les augmentations IPC, là. Par contre, je vous dirais qu'on est en discussion avec plusieurs intervenants au niveau de 2014, donc les résultats à partir du 1er mai 2013, et il y a des gens qui ont des besoins additionnels de terrain
Une fois les transactions complétées, ça va générer de nouveaux revenus au niveau des terrains. OK, mais vous parlez de locataires qui veulent s'agrandir. Qui prennent de l'expansion. Pas de l'expansion, mais pour je l'instant. parle de nouveaux locataires extérieurs qui pourraient arriver sur l'aéroport. Est-ce qu'il y a une planification avec... parce que le dé de développement de Dachel, tant qu'à moi, je m'attendais à avoir plein de nouveaux locataires sur l'aéroport. Il n'y en a pas eu en 9 ans. Alors là, ça a changé un petit peu. Vous êtes le nouveau président. Je dis, bon, peut-être qu'il y a une nouvelle directive, une nouvelle ligne qui dit, on va développer pour aller chercher des personnes. Ça n'a pas marché pour l'instant. Je veux juste savoir c'est quoi votre stratégie, pas pour augmenter ceux qui ont déjà des loyers. C'est quoi la stratégie pour que l'état financier de 2013, au lieu d'avoir 730 000, on soit à 1 million ou 1 million 100? Ça, on va vous présenter ça à l'Assemblée du mois de septembre. Donc, il va y avoir une Assemblée au mois de septembre? Oui. Oh, excusez, j'ai peut-être omis de dire ça au début, là. Je l'ai mentionné. Donc, OK, excusez-moi. Oui, l'Assemblée aujourd'hui, c'est vraiment pour discuter des états financiers et de faire avancer le dossier pour qu'on puisse préparer les états financiers 2013. Alors, si j'ai mentionné ça, c'est vraiment ça. Par la suite, une fois qu'on va avoir reçu les états financiers 2013, on veut mettre en place l'Assemblée générale normale avec tous les points qu'on peut couvrir à ce moment-là, tant qu'au développement et ces choses-là. Dernière question dans les états financiers. Je pense que la route a été cédée à la ville, la route de l'aéroport. Pouvez-vous juste me préciser en quelle année ça a été fait? Parce que je ne sais pas, est-ce qu'il y a une valeur qu'on dit, bon, on l'enlève des états financiers, il y a une partie de terrain où c'est $1 symbolique, ça a été donné à la ville? Je ne sais pas. Ça a été disposé en 2011, mais la vente avait été faite en 2010 parce qu'il y avait un dépôt. OK. Vous pouvez vous rappeler de combien a été fait la vente? Ben, c'est aux états financiers. 300 000. Si on regarde... 300 000. Il y avait une dette de 300 000 qui était radiée à ce moment-là. Donc, Ouais, mais il y en avait compensation. Oui, c'est ça. Donc, la route a été cédée pour 300 000 à la ville. Si je comprends bien, pour simplifier, la route a été cédée à la ville pour 300 000 $. Et je regarde, bon, voilà, l'entretien de la route est encore pire que ce qu'il y avait avant. Dachel faisait meilleur ouvrage, même Transport Canada bien mieux auparavant. Mais là, les coûts d'entretien d'aéroport augmentent. Pourtant, il n'y a plus la route à déneiger, il n'y a plus la route à entretenir. C'est quoi cette augmentation d'entretien d'aéroport? Puisqu'on n'a plus la route, on n'a plus à la déneiger, on n'a plus à l'entretenir. Je m'attendais à avoir une baisse. L'aéroport est à peu près le même. Michel peut répondre. Michel, est-ce que... Opérationnel. En réalité, tout remonte. Hein? Vous savez que le carburant remonte. L'équipement, on a mis beaucoup d'argent sur l'équipement aussi, avant que ça ait changé. Fait que, on a mis 70 000 $ d'asphalte une année. Regardez, là, il y a beaucoup d'asphalte à faire sur l'aéroport. Il y en a beaucoup. Les montants vont être très appréciables là, dans pas grand temps. Fait que c'est sûr là, que maintenant, la minute que vous touchez un équipement, là, à chaque coup, c'est 1 000 $ minimum. Là. Vous ne pouvez pas rien faire sans 1 000 $ quand vous achetez des pièces. Là. C'est rendu fou un peu. Ça va? Merci, M. Dugré. Une question pour vous, M. Spencer. Alors, on parlait de l'Assemblée, prochaine Assemblée au mois de septembre. Oui. Je commence à me poser des questions. Je me demande s'il va y avoir une Assemblée au mois de septembre, parce que on sait que la Ville de Longueuil a fait une demande de municipalisation de l'aéroport Saint-Hubert pour faire, on va dire, cesser d'exister DHL essentiellement. Je voudrais savoir s'il y a municipalisation, donc avant le mois de septembre, est-ce qu'à ce moment-là, donc, il n'y aura pas d'assemblée générale au mois de septembre et advenant une municipalisation, les 6,5 millions de dollars qui sont présentement dans les coffres de DHL, est-ce qu'ils seraient dispersés à travers les membres ou est-ce que la Ville se retrouverait à mettre la main sur ce magot-là? Je pense que je vais répondre à votre 6,5 là. Les besoins de DHL présentement là, en investissement, puis espérons qu'on va être en mesure de vous donner cette information-là au mois de septembre. Là. Les besoins sont assez importants que la liquidité de DHL, si on allait de l'avant avec les investissements requis pour mettre ça à niveau, ça serait pas mal proche de ce qu'on a comme liquidité. Alors, ça, c'est un. Deux, je douterais
Je douterais qu'il va se passer quelque chose cet été. Pour qu'il, vous savez, ça passe par le gouvernement, donc le gouvernement ne siège pas. Je ne pense pas que le gouvernement va présenter une loi spéciale au cours de l'été parce qu'on a fait une demande au niveau de la ville, là. Je suis certain, moi, qu'au mois de septembre, il va y avoir une réunion de l'Assemblée. OK. Donc, vous, comme président de DHL, est-ce que vous supportez la municipalisation ou vous êtes contre? Autrement dit, est-ce que vous voulez que l'organisme que vous présidez continue d'exister de façon indépendante ou voulez-vous qu'il fasse partie de la ville? Je pense que... Moi, ce que je veux, c'est que l'aéroport se développe et il faut trouver le meilleur moyen pour le faire. Alors, une décision sera rendue à ce niveau-là au moment approprié. Donc, vous n'êtes pas contre la municipalisation? Je vous donne la même réponse que je vous ai donnée. Il faut développer l'aéroport avec son meilleur potentiel. Et dans ce contexte-là, ben, on verra quelle est la meilleure décision à prendre. Jusqu'à date, on dit qu'on ne l'a pas développé. Bien, trouvons des pistes de solutions qui vont faire en sorte qu'on va être capable de le développer avec les joueurs appropriés. C'est rien que ça que je dis. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre une petite pause? Il y aurait peut-être d'autres questions, mais je ne voudrais pas qu'on monopolise tout le temps. Regardez, là, il est 7h20. Là, je ne pense pas qu'on prenne de pause, à moins que... Il y a peut-être d'autres gens qui ont des questions. Là, vous en aviez. Là, il y a peut-être d'autres gens qui ont des questions. Il y a un monsieur en arrière là, qui veut poser des questions. Oui, bonjour, mon nom est Denis Poirier, je suis pilote privé, c'est pas moi qui ai mentionné là, au bas de l'ordre du jour, je vais juste porter le même nom. Alors, ma première question, en fait, ça s'adresse à M. Bernier. Dans l'annexe B des états financiers de 2012, le dernier item dans les charges d'exploitation, direction générale, on voit un montant pour 2011 de 104 000, il était de 130 500 l'année d'avant, puis il a disparu cette année. Quelle était la nature de ces frais-là? Et puis, est-ce qu'ils ont été reclassifiés ou ils sont tout simplement disparus? Je vais laisser Michel répondre. J'ai la réponse, Michel, je le sais. Bon, il y avait M. Malenfant. C'était le salaire de M. Malenfant. Puis ensuite, il y a Sylvain Gontier, qui était l'année suivante avec des conditions qui étaient différentes. OK. Puis là, maintenant, c'est zéro. Alors, en 2013, effectivement, Michel, c'est moi qui... c'est toi qui as cumulé ces fonctions-là. Ah, OK. OK. Gratuitement, non? Deuxième question. En fait, il est mentionné encore dans les charges d'exploitation, là, des services professionnels pour le développement aéroportuaire. Est-ce que c'est le rapport ou l'étude de est-ce que c'est KPMG qui a été mentionné dans l'exposé de monsieur du vérificateur? Oui, en fait, si c'est le cas, oui, allez-y. Bien, KPMG, je ne pense pas qu'il soit... D'après moi, il était dans les services professionnels. OK. Dans le développement aéroportuaire, là-dedans, il faudrait probablement vérifier, mais je suis pas certain qu'il y avait Raymond Chabot. Chabot, Grant Thornton. Qui a été fait, c'est la stratégie, la planification financière, c'est ça, bon, pour les 5 prochaines années. Je me suis trompé de firme de consultant à ce moment-là, mais ça va. Alors, j'imagine qu'il y a un rapport... qui était dans les services professionnels. KPMG, ça avait été fait pour regarder des anciennes transactions qui ont été faites. C'est ça. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a des recommandations qui ont été faites justement pour des recommandations stratégiques pour le développement de l'aéroport? Est-ce qu'il y a des pistes qui ont été soulevées ou recommandées par ces consultants-là? Et si oui, ce seraient lesquelles les principales? C'était pas leur mandat, hein? Non? Non. C'était pas leur mandat à ce moment-là, c'était de vérifier de l'information financière dans les deux cas. OK. OK? Merci beaucoup. Ça va pour les questions? M. Gosselin? Une dernière? Oui, ben c'est une observation, à vrai dire, une question que j'ai à poser aux gens qui sont présents ici. Devant l'absence de réponse sur certains faits importants, je peux comprendre, M. Spencer, que vous n'étiez pas là lors de plusieurs de ces faits-là. Donc, vous n'êtes peut-être pas en mesure, d'après ce que je comprends, de nous fournir des réponses. Le problème, c'est comme je dis, c'est comme M. Durif le mentionné tout à l'heure, c'est que dans le passé, on n'a pas réussi à avoir de réponse non plus. Donc, devant ce néant, ce que je demanderais aux gens présents ici, s'ils sont d'accord, donc de demander le déclenchement d'une enquête policière à ce moment-là pour faire toute la lumière sur l'ensemble du dossier et que les gens intéressés puissent venir me voir par après. Il y a un document, une pétition qu'ils pourront signer pour demander à ce moment-là aux autorités policières
d'effectuer toute la lumière sur le dossier parce que je suis en mesure de constater que malheureusement, on n'est pas capable d'obtenir des réponses fondamentales et matérielles sur des éléments, je pense, qui sont excessivement importants. On ne parle pas, comme on dit, de picadilles, là, on parle vraiment de gros montants et de transactions qui, de toute vraisemblance, ne tiennent pas debout. Donc, c'était le commentaire que je voulais faire. Je retiens ce que vous dites, là, mais est-ce que la situation au niveau des actions qui ont été entreprises en cours ne viendront pas vous donner, vous éclairer par rapport à tout ça? Ben, écoutez, là, je pense que si on parle d'enquête policière, on parle du domaine criminel versus des procédures civiles. Je pense qu'il faut faire une distinction entre les deux. Je peux pas faire de commentaires par rapport à ça, là. Ça va? On passe au point suivant. Les états financiers étaient là. Je pense que l'information, on s'est entendu pour fournir de l'information financière dans un des cas où est-ce qu'on n'avait pas l'information. Alors, vous allez recevoir, tout le monde présent va recevoir cette information-là. Et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous appelez au bureau. Ça va nous faire plaisir de vous donner les réponses appropriées. Alors là-dessus, messieurs les comptables, on apprécie beaucoup votre présence et merci beaucoup pour le support que vous nous avez accordé. Bonne journée. Pardon? Non? Merci. Alors, le prochain point, c'est, vous rappellerez qu'on voulait, dans le fond, aujourd'hui, vous présenter les états financiers, puis aussi nommer des vérificateurs pour préparer les états financiers l'année terminant au mois de mars 2013. Nous, on était, d'abord, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils sont allés dans le détail pour être capables de vous fournir l'information qu'ils vous ont donnée aujourd'hui. La relation qu'on a eue avec eux, elle était très bonne. On a eu des bonnes discussions. Ils ont tenu leur point. Ils ont fait les vérifications appropriées avec les gens qui étaient pressentis auparavant, les firmes qui avaient travaillé avec Dachel. Et ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, là, ils sont très à l'aise avec cette information-là. Nous, on vous propose la même firme pour les états financiers 2013. Et on a discuté de ça avec les gens du conseil d'administration. On semblait à l'aise. C'est bien sûr que si on fait des changements à tous les ans aussi de firmes, bien, ça crée une problématique, là, parce qu'il faut que tu recules puis retourner aux éditeurs appropriés. Alors, ça nous prendrait un proposeur secondaire pour nommer BDO, M. Deslauriers particulièrement, pour 2013, pour qu'il complète les états financiers 2013 sur la même base que 2011-2012. Est-ce que j'ai un proposeur? Et M. Raymond, de son petit nom, secondé par M. Merci, M. Poirier. Alors, c'est noté. L'autre point, vous deviez entériner la nomination de M. Denis Poirier, pas vous, mais cet après-midi, M. Poirier m'a téléphoné pour me dire qu'il se désistait, qu'il désirait démissionner. M. Poirier était un représentant des membres, et donc il doit être remplacé. Et je me demandais si vous vouliez faire ça aujourd'hui en tant que membre, de nommer quelqu'un pour le remplacer. S'il y a juste une candidature, bon, ça sera retenu. S'il y a plus qu'une candidature, on pourrait aller en élection. Et à partir de là, ben, vous allez avoir 2 représentants. Mme Prudhomme est déjà membre du conseil d'administration. Oui. OK. Est-ce que c'est supporté, secondé? Alors, Denis, bon, regarde, je pense que Denis Charest, est-ce qu'on peut prendre votre nom, puis M. Prudhomme pour appuyer? Parfait, très bon point. Comme c'est, on ne peut pas changer l'agenda, que José vient de mentionner, Éric aussi, alors, on reçoit l'information et effectivement, on s'engage, nous, au niveau du conseil d'administration, c'est ça? C'est dans ce contexte-là?
OK? On reconnaît ce que les membres demandent. Donc, au conseil, on va le nommer jusqu'au mois de septembre où là, il y aura l'élection. OK. Oui. OK. Donc, ça, c'était une proposition. Est-ce qu'il y en a d'autres propositions? Ça va? Donc, au lieu que ça soit tel que je l'ai mentionné, M. Dugrip, c'est pour tenir compte de l'agenda puis de l'ordre du jour et respecter effectivement au niveau légal la procédure. Si vous voulez, on va procéder de cette façon-là. Dans le contexte, je crois qu'on a passé au travers de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée?